Je continue mon voyage en Bourgogne-Franche-Comté et j'arrive à Besançon. Une des choses que j'ai remarquées en France, c'est que les synagogues se trouvent souvent au bord d'un fleuve. Et c'est la même chose ici. En suivant le cours d'eau, on fait tous les périmètres de la ville. C'est une forteresse naturelle. Et en traversant le pont, on arrive à la synagogue, très particulière. On a l'impression d'être en pleine Espagne. Bonjour Alain. Bonjour. Nous sommes à Besançon, dans une des synagogues très rares au niveau architectural. Oui, c'est une des rares synagogues en Europe de style orientalisant. Il faut savoir qu'il y a un peu plus de 150 ans, quand la synagogue a été construite par un architecte local, il y avait une mode à tout ce qui vient d'Orient. Les Juifs, à l'époque, n'avaient pas de tradition stylistique. En fait, une synagogue, c'est Beth Knesset, Beth Limoud, le lieu de l'assemblée, le lieu de l'étude. Mais l'architecte a eu carte blanche pour faire une sorte d'Orient rêvé, tout ce qui était à l'est de la France. Quelques exemples de... La première chose qui est importante dans la synagogue de Besançon, et vous pouvez regarder autour de vous, c'est la qualité de la lumière. Pourquoi ? Parce que, en s'inspirant notamment de l'art islamique, l'architecte byzantin Pierre Marnotte a créé des grandes coupoles et regardez la qualité de la lumière. Donc on se retrouve avec un édifice religieux où le plus important, c'est la qualité de la lumière pour bien lire dans les livres de prière. La balustrade de l'Ezrat Nashim, de la zone réservée aux femmes, qui est un copier-coller d'un moucharabier de l'Alhambra de Grenade. Mais la chose la plus extraordinaire, c'est l'Arche Sainte, l'Aron HaKodesh, parce que quand vous regardez bien, on est encore plus à l'est, on est en Inde. Ah oui. Il manque l'éléphant de Ganesh, c'est un temple hindou. Regardez la forme des coupoles. Ouais. C'est une inspiration qui nous vient des Indes. Donc on se retrouve ici avec une sorte d'Orient rêvé, fantasmé par l'architecte Pierre Marnotte, qui mélange des éléments de l'art islamique ou de l'Inde. Mais ce qui est assez amusant, c'est que ça se marie magnifiquement avec la pierre de Chaillot. Cette pierre qui est caractéristique de Besançon, où il y a une sorte de gris bleu et de beige. Le trésor, donc pour nous, la chose la plus sacrée, c'était l'Arche d'Alliance du temps du Temple. Et il y a ici les rouleaux de la Torah. Alors, la communauté de Besançon ne pouvait pas vivre en ville. Non, on a eu une communauté au Moyen-Âge, parce qu'on a une trace d'une lettre demandant à faire venir un maître pour son école, pour le Talmud Torah. Donc on sait qu'on avait un professeur de Talmud Torah qui s'appelait Joseph, qui venait de la ville de Trèves en Allemagne. Mais en 1395, la ville vend le terrain qui servait de cimetière, et quand on n'a plus de cimetière, la synagogue disparaît. Et de cette époque jusqu'à la Révolution française, les Juifs, comme à Strasbourg, n'ont pas le droit de dormir dans la ville, sous peine d'une amende. Donc, vous voyez, même après 1789, en 1793, 2 commerçants ont reçu une amende parce qu'ils avaient osé vivre dans la ville. En fait, il faudra attendre Napoléon, qui va organiser le culte des 2 religions minoritaires en France, c'est-à-dire la religion protestante et la religion juive, en organisant 2 structures très françaises en termes pyramidales, en termes d'organisation, qui s'appellent des consistoires. Ah oui, voilà. Bien sûr. La synagogue a été sauvée pendant la guerre. On a eu 2 miracles. Dans la tradition juive, un miracle, c'est quelque chose qui arrive quand ça doit arriver. Pas plus, pas moins. C'est le Rav Abitbol de la Yeshiva des étudiants de Strasbourg qui a raconté ça. La première, c'est que la France est défaite par les Allemands et les Allemands sont à quelques jours d'occuper Besançon. Et le rabbin s'inquiète pour sa synagogue et surtout les rouleaux de la Torah, les Sefer Torah. Ah oui. Parce que quand on voit, tout a été détruit en Allemagne depuis à la nuit de cristal, Strasbourg va bientôt être détruite, donc il demande à l'archevêque de Besançon de l'aider à sauver le plus important, les rouleaux de la Torah que je vais vous présenter après. Et un geste extraordinaire de fraternité,
Juste à côté de la synagogue, il y a l'église Sainte-Madeleine. Et discrètement, le chanoine, le curé de l'église, on prend tous les livres de la Torah et pendant toute la durée de l'occupation allemande, les livres de la Torah sont cachés dans l'église. Ça, c'est le premier miracle. Ouais. Et il y a un deuxième miracle qui fait que notre synagogue est exactement dans l'état où elle était il y a plus de 150 ans à son inauguration. Et à la différence de beaucoup d'autres synagogues, il n'y a pas eu de vol, de dégradation, comme malheureusement ça a été fait, pas toujours à l'initiative des Allemands. L'armée allemande avait juste à côté d'ici ses écuries, l'armée de terre allemande, la Wehrmacht. Et ils ont réquisitionné la synagogue pour en faire un entrepôt pour mettre le foin, pour la nourriture des chevaux. Alors moi, je pensais qu'il y avait du foin partout. Non, pas du tout. Il y a un officier allemand, le vestibule, l'entrée de la synagogue était pleine de ballots jusqu'au plafond. On pouvait pas rentrer dans la synagogue. Il y avait un grand panneau dehors, interdit Verboten, propriété réquisitionnée par l'armée allemande, et puis il y avait le risque de faire fusiller Donc pendant toute la guerre... C'était caché. C'était caché. On pouvait pas rentrer. À la libération de Besançon, c'est la belle histoire, les paroissiens de Sainte-Madeleine, ils dégagent toute l'entrée et ils viennent en procession mettre les rouleaux dans la Torah. Alors, la libération de Besançon a eu lieu en septembre, quelques jours avant Rosh Hashanah, le Nouvel An juif. Et l'armée qui a libéré Besançon, c'est l'armée de Lattre de Tassigny, qui était principalement composée de soldats originaires d'Algérie. Et il y avait énormément de juifs. Alors, ils stationnaient juste à côté de Besançon. Quand ils ont entendu à Besançon, il y avait une synagogue qui n'avait pas été détruite, qui avait des Sefer Torah, la synagogue, pour Rosh Hashanah, était pleine. Il y avait plus de 400 soldats d'Algérie, avec quelques Canadiens et Américains. Et pour la première fois dans notre synagogue, on a entendu toutes les prières selon le rite séfarade, qui est le nôtre aujourd'hui. La communauté juive aujourd'hui est composée de différents apports de population. Après la défaite de France en 70, énormément de juifs d'Alsace ont préféré venir s'installer à Besançon plutôt que de rester sous le régime prussien. Et après juillet 62, le rapatriement des juifs d'Algérie, il y a eu du jour au lendemain énormément de familles qui se sont installées à Besançon parce que ces familles, quand elles arrivaient au port de Marseille, on leur demandait où aller et beaucoup de familles, les anciens disaient « Nous, on veut une ville où il y a une synagogue et un cimetière juif ». Et Besançon était une des rares villes, et encore une des rares villes où il y a un cimetière israélite. La belle histoire que je peux vous raconter, c'est que l'été 62, toute la communauté juive s'est mobilisée. Les anciens se rappellent encore avec émotion du rabbin Jérôme Cahen qui portait sur son dos des matelas pour aller parce que la ville avait trouvé des logements, mais ils sont arrivés sans rien avec une valise. Donc il y a eu une mobilisation de tous les commerçants juifs pour les aider à s'installer, etc. Et en septembre, c'était Rosh Hashanah. Et donc les anciens d'Algérie sont venus voir le rabbin Jérôme Cahen, de mémoire bénie, et lui ont demandé, Rabbi, est-ce qu'on pourrait, on a un petit oratoire, se retrouver dans le petit oratoire pour faire l'office selon le Noussar séfarade. Le rabbin, il dit pas de problème. Il se retrouve, Erev Rosh Hashanah, dans la petite choule. Et puis il y en a un des anciens qui commence l'office. Ah oui, mais attends, toi c'est le rite d'Oran. Moi je suis d'Alger, c'est pas la même chose. Alors entre les Tunisiens, les Marocains, les Algérois, les Oranais, les Tlemcen, le lendemain matin, ils sont venus, Rabbi, est-ce qu'on peut venir dans la grande synagogue? Alors résultat, c'est qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire que on est béni parce qu'on a fait le choix dans les années 70, parce qu'ils sont arrivés en début 62, ils ont eu des enfants. Et donc, dans les années 80, on avait plus de 80 enfants au Talmud Torah. Et nous avons fait le choix d'élever nos enfants dans toutes les traditions. Et les traditions juives, c'est deux choses. C'est d'une part la prière, mais surtout la nourriture. Ouais. Et
avoir un bouillon Kneidler avant le couscous pour les jours de Yom Tov, c'est normal à Besançon. Ah ouais. Que les familles ashkénazes aient le grand plateau du Seder avec Etmol à l'entrée du Seder, c'est normal. Donc c'est une sorte de mélange des traditions et qui fait que heureusement que nos maîtres, à la fin, quand malheureusement nous avons perdu le temple de Jérusalem qui a été détruit en 70 par les Romains et tous les prêtres massacrés, les rabbinim, dans leur grande sagesse, ont décidé une chose extraordinaire. Parce que c'est vrai, qu'est-ce qui allait remplacer le culte antique des korbanes, des sacrifices au temple? Et dans leur grande sagesse, les rabbins, ils ont dit, ben voilà, à chaque fois qu'on se retrouvera autour d'une table, en famille, avec des amis, pour manger, ça équivaut à un korban. Donc l'endroit le plus sacré, peu de juifs le savent, mais ils le savent en fait par les recettes. C'est le repas familial de Shabbat. Shabbat, oui, le jour le plus saint. À table, on peut discuter au sujet de notre tradition. Quel rite adopter? Séfarade, oui, d'accord, mais lequel? Algérien, marocain, tunisien? Et si on veut prier en ashkénaze? C'est la même chose. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Rien. Chacun garde ses traditions dans la mémoire et la transmission de nos ancêtres.